Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au numérique, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler du futur de l'amour en ligne, entre sites de mise en relation, sextoys connectés et avatars en intelligence artificielle. Que vous soyez utilisateur régulier, curieux ou un peu perdu dans ce nouveau langage amoureux, cette émission est faite pour vous. Alors, quelles sont les dernières tendances des applications de rencontres? Pourquoi la multiplication de rencontres en ligne peut contribuer à la dégradation de la santé mentale? Et swipe-t-on encore pour aimer, c'est-à-dire s'amuser à faire circuler son doigt sur son téléphone ou juste pour combler le vide d'une vie? On vous dit tout dans le numérique pour tous sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Si je vous dis séduction, amour 2.0 et transformation des relations à l'ère des écrans, alors vous êtes déjà sur le terrain de notre invité du jour. Nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Lardelier. Pascal, bonjour. Vous êtes sociologue et expert de l'amour contemporain à l'ère du numérique et vous êtes notamment l'auteur de S'aimer à l'ère des masques et des écrans, paru aux éditions de l'Aube. Alors Pascal, on observe une grande diversité d'applications. Elles se multiplient de jour en jour, des applications de rencontres en ligne, des plus généralistes aux plus ciblées. Est-ce que vous pourriez déjà nous dresser un panorama des grandes tendances qui marquent l'évolution de ces applications depuis ces dernières années? Bonjour Vanessa. Alors écoutez, en fait, je pense qu'on peut dire pour commencer qu'on aime toujours, comme une époque nous autorise à aimer. Et une époque, ce sont des valeurs et des technologies. Alors ça fait une trentaine d'années environ que les sites, dans un premier temps, sont apparus, les applis, il y a une quinzaine d'années avec Tinder, et c'est vrai que les marketeurs sont très très pragmatiques et ils adaptent en permanence les technologies à l'évolution effectivement aux possibilités qu'ils peuvent offrir aux utilisateurs. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux. Alors ça, c'est quand même un paradoxe de notre époque, puisque nous sommes dans une société de communication, nous sommes bardés de prothèses technologiques et pourtant nous sommes fortement communicants, faiblement rencontrants et de plus en plus de personnes utilisent les sites et les applis. Et puis ce que je peux vous dire aussi, Vanessa, c'est que vraiment les sites, les applis de drague, que ça soit pour la nuit ou pour la vie, enfin les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, parce que on cherche toujours l'amour, mais on trouve pas toujours l'amour qu'on cherche sur ces sites. C'est vrai que il y a de plus en plus de personnes inscrites dans un premier temps, comme je vous le disais, et puis bien évidemment, nous sommes entrés dans une ère de sexe ou d'amour à durée de péremption très très courte aussi. Enfin, et c'est important, tout le monde est connecté dans les villes, dans les campagnes, qu'on ait 20 ans et qu'on soit beau, qu'on ait 65 ans et qu'on soit moche, qu'on ait 20 ans et qu'on soit moche, ou qu'on ait 70 ans et qu'on soit beau. Vraiment, désormais, presque tout le monde est connecté. Tous les célibataires, ils sont entre 15 et 18 millions en France, ils ont expérimenté une appli ou un site. Mais alors, paradoxalement, Pascal, on dit que les jeunes font de moins en moins l'amour. Alors, ils se rencontrent sur les plateformes, mais il n'y a pas de concrétisation ? Alors c'est vrai que c'est une tendance assez incroyable, c'est que la pornographie infuse dans notre société, les publicités, les discours, etc., etc. Mais pour autant, jamais on a eu autant de possibilités de se rencontrer, de draguer, de coucher, on va dire les choses un peu crûment. Et pour autant, c'est vrai qu'une nouvelle génération arrive, qui fait de moins en moins l'amour. Et c'est vrai que des études convergentes, tendent à confirmer qu'effectivement les jeunes font moins l'amour que leurs parents ou leurs grands-parents, la génération des boomers et des 68ards. Alors beaucoup de choses peuvent expliquer cela. Peut-être une hyperconnexion qui fait qu'on regarde plus finalement défiler des profils que l'on essaye de matcher véritablement. Peut-être que d'autres loisirs aussi en partie numérique, mais en tout cas c'est vrai que les jeunes font moins l'amour que leurs aînés. Et c'est un grand Pascal, paradoxe. Et là il y a beaucoup d'adultes, de jeunes adultes, mais qui disent j'en ai marre des applis, je les supprime et qui reviennent. C'est un phénomène que vous observez vous en tant que sociologue? Oui. On adore les applis, puis on adore les détester. Alors on les adore parce que c'est un grand bal numérique, on rentre et puis on a des sollicitations, plein de gens vous like, vous envoient des messages, vous donnent leur 06, donc c'est très grisant et puis c'est très narcissisant. Et puis on s'aperçoit au bout d'un moment que
parfois ça marche pas si bien que ça, qu'on est dans une espèce de consommation, qu'on est dans des relations qui se finissent au bout de quelques heures par du ghosting, etc., Alors, ghosting, etc. c'est ne plus répondre, hein. On explique voilà, à nos Voilà. auditeurs, c'est C'est tout simplement on de ne répond plus plus. répondre à la personne, de ghost fantôme. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on va adorer détester ces applis. Alors on va se déconnecter, on va dire oui, je vais revenir dans la vraie vie, je vais aller draguer au club de sport ou aux terrasses des cafés. Et puis au bout d'un moment, on voit bien que dans la vraie vie, c'est un petit peu compliqué. Et pourquoi? Parce que quand même, sur ces sites et ces applis, le statut partenarial, il est affiché. Quand vous abordez quelqu'un à une terrasse au club de sport ou je sais où, vous savez pas si la personne est célibataire. Et vous pouvez vous prendre un râteau, vous pouvez voir avoir des conséquences si le copain revient au mauvais moment. Quand vous êtes sur un site, Mythique ou Tinder, eh bien, vous savez quand même que la personne est là pour ça. Et ça, c'est quand même un avantage important, je pense. Alors, comme on va aller assez loin dans les nouvelles technologies, on voit aussi de nouveaux jouets comme des sextoys connectés qui permettent de jouer avec son partenaire à distance. C'est un jouet ou ça participe d'une tendance sociétale où on a peur du contact? Qu'est-ce qui se cache derrière ces tendances? Oui, alors nous sommes dans une société de l'écran total, c'est vrai, où de plus en plus nous avons peur du contact. Nous sommes dans une société dans laquelle la distance s'est imposée comme une espèce de nouvelle norme sociale et morale. Le Covid est quand même passé par là et c'était il y a 5 ans seulement. Mais c'est vrai que pour autant, on voit émerger, avec les progrès technologiques que j'évoquais tout à l'heure, on voit émerger des jouets, des gants tactiles, des combinaisons qui vont faire ressentir des tas de choses, etc., etc. Alors, il faut que tout ça, qui est pour le moment, à mon avis, au stade des expérimentations, se généralise et devienne commercialisables. Parce que le nerf de la guerre, c'est quand les choses vont être commercialisables. Ça veut dire que les gens les ont testés, les ont adoptés. Et là, on va aller vers du mainstream. Par contre, ça fait bien longtemps, Vanessa, ça fait bien longtemps que les gens s'amusent avec des webcams de part et d'autre des écrans. Et je pense que là, on n'a pas attendu les combinaisons tactiles et les gants immersifs. Ça fait très longtemps que des gens derrière des écrans se livrent effectivement à des séances de masturbation assistées avec l'aide de l'autre. Ça peut même parfois jouer des tours. Il faut vraiment être en confiance avec la personne. On se souvient d'un candidat à la mairie de Paris, effectivement, d'ailleurs qui avait les mêmes initiales BG que beau gosse, mais c'est pas beau gosse, et on se souvient qu'il a vu sa carrière ruinée véritablement parce qu'il avait été un peu trop loin avec quelqu'un qui avait utilisé ensuite contre lui et qui avait même envoyé à son épouse. Ah là là, ça fait quand même scénario hollywoodien avec Michael Douglas et Glenn Close, hein. Et puis il y a des footballeurs qui se sont fait aussi avoir, on le sait, il y a une dizaine d'années, il y a eu des jurisprudences autour de footballeurs de l'équipe de France, qui effectivement avaient filmé des ébats, les avaient regardés entre initiés, puis après les avaient diffusés. Aïe, 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 ça fait mal. Pascal, on vient d'apprendre il y a quelques jours que les grands éditeurs numériques pornographiques se sont retirés récemment du marché français, des plateformes comme Pornhub ou YouPorn. Est-ce que vous pensez que ça va créer des circuits alternatifs et que ça va avoir des conséquences? Bien sûr. La Lesquelles? nature est hors du vide, c'était un marché absolument gigantesque, donc il est évident que des réseaux clandestins puis institués vont prendre la main si je puis dire, Vanessa. Mais en tout cas, Le jeu de il mots est est clair élégant. que vous avez la ref? J'ai la ref. Voilà. En tout cas, voilà, je pense que, alors ils se sont retirés avec, c'est quand même incroyable, avec des pudeurs de vierge effarouchée. Faut quand même le faire, hein. Ils sont retirés encore une fois, si je puis dire. Et c'est vrai que des marchés alternatifs vont émerger. Alors, voilà, les gens vont... Concrètement, comment vous voyez ça? Je sais pas. Alors je suis pas assidu sur ce genre de site. Alors j'en ai un rapport assez lointain, distancié et scientifique. Je sais pas, mais je pense que le marché, qui est d'un grand pragmatisme, va trouver des solutions et pour effectivement satisfaire les penchants solitaires de ceux qui fréquentaient assidûment YouPorn, Tukiff et compagnie, quoi. C'est clair que voilà. Puis alors après, il restera entre adultes consentants ce que j'évoquais tout à l'heure, avec des images que l'on envoie de soi, que l'on partage et que l'on consomme ensemble. Voilà, on va aller vers d'abord quelque chose d'assez artisanal et puis je pense que il y a un marché tellement gigantesque en termes de fréquentation et de milliards que de toute façon une solution va être trouvée et qu'ils vont de nouveau pénétrer, si je puis dire, ce marché
juteux. Vous êtes tout en nuances aujourd'hui, mon cher Pascal. Pascal, l'intelligence artificielle envahit également le marché de la relation amoureuse avec des avatars, donc des personnes virtuelles qui peuvent simuler des pratiques sexuelles criminelles, des viols dans le métaverse, etc., sans être pénalisées. Il y a une zone grise aujourd'hui sur ce qui se passe dans le métaverse avec ces personnes virtuelles avec lesquelles on peut, entre guillemets, et je mets beaucoup de guillemets, s'amuser. Oui, alors il y a encore une zone grise et puis on tâtonne parce qu'il y a des expérimentations. Je pense que des jurisprudences vont rapidement être édictées, et puis c'est très bien parce que on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, et c'est pas parce qu'on est avec des avatars et des représentations algorithmiques et pixelisées que l'on peut effectivement se livrer à toutes les exactions, à toutes les perversions, et je crois que le législateur va en effet effectivement rapidement mettre son nez là-dedans. Alors vous parliez d'un viol, oui, j'ai entendu parler de ça, le viol d'un avatar dans le métaverse, et je crois que oui, à bon droit, on va bientôt avoir des choses qui vont un petit peu normer tout ça. Pascal, dans vos travaux, vous parlez souvent des rituels amoureux. Est-ce que les applications vont faire disparaître ces rituels et on va calquer quelque part le comportement qu'on a dans le numérique, dans la vraie vie, au risque d'être déçu ou alors de pas laisser vivre une forme d'humanité qui était essentielle? Les rituels, c'est fondamental. Et je me suis aussi, c'est fondamental. Je me suis aussi beaucoup intéressé à cette question. Et la séduction, elle se fonde, vous le disiez Vanessa, sur tout un ensemble de rituels que le date évacue quand même un petit peu, parce que le date, tel que certains ou certaines les accumulent les samedis après-midi avec Sunday dans l'après-midi, ça fait un petit peu entretien d'embauche ou speed dating. On a un quart d'heure chrono, et puis si ça matche pas direct, boum, ciao, on partage la note et puis on va au suivant. Mais je crois qu'effectivement, il y a peut-être une nostalgie ou une nostalgie de ces rendez-vous amoureux, de ces implicites, de la manière de séduire véritablement. Et dans ce que je perçois, on est dans une ère de drague hyper pragmatique, mais pour autant, on perçoit une nostalgie. Et je crois que ce n'est pas pour rien que tous les grands sites de rencontres proposent des rendez-vous dans la vraie vie. Vous savez, des events, comme ils disent. Tout à fait, des événements, voilà. Effectivement, là, vous pouvez... Voilà. Et je crois que ça, c'est une réponse à cette hyper technicisation et à cette hyper procédurisation du date. Et c'est vrai que là, on va se retrouver à 12 pour cuisiner, à 20 avec bien sûr un nombre paritaire strictement respecté, pour visiter Paris by Night en vélo, faire des musées, en tout cas faire des tas de choses ensemble qui permettent de re-switcher sur ce qu'est vraiment la rencontre amoureuse, c'est-à-dire la rencontre de deux êtres, la rencontre de deux corps et la rencontre de deux désirs possibles. Pascal, pour conclure, une minute, est-ce que en fait les applications amoureuses reproduisent ou amplifient les inégalités déjà présentes dans la société? On pourrait penser qu'ils les amplifient, et il faut relire le livre magistral qui donne l'horizon de tout ça à titre visionnaire. C'est le célèbre Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, qui nous dit que la sexualité de demain sera gagnée par le libéralisme. Il y aura des winners, les beaux gosses, qui font l'amour autant qu'ils le veulent, et puis certains, les losers, les produits déclassés, je mets des énormes guillemets, qui ne le feront que quelques fois dans leur vie. Pour autant, Vanessa, porteur d'espoir, prenons un peu de hauteur, Voltaire nous disait que pour le crapaud, la beauté c'est sa crapaude. Alors je pense que la beauté c'est quelque chose d'assez relatif et qu'il faut juste trouver sa moitié d'orange. Et c'est vrai qu'on est dans une espèce de société qui a érigé un culte de la beauté, du jeunisme, etc. Mais pour autant, chacun peut trouver, en étant patient, en étant un tout petit peu organisé, peut trouver la personne qui lui correspond. Voilà. Donc n'est ni Monica Bellucci, ni Brad Pitt qui veut, mais chacun peut trouver la personne qui lui correspond. Voilà. Et donc c'est quand même porteur d'espoir et d'optimisme, je veux le croire en tout cas. Merci beaucoup Pascal, tout en nuance. Je rappelle que vous êtes sociologue et professeur à l'Université de Bourgogne et notamment l'auteur de S'aimer à l'ère des masques et des écrans aux éditions de l'Aube. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour comprendre l'impact que peuvent avoir les relations amoureuses en ligne sur notre morale. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale tech et relations amoureuses, nous avons le plaisir de recevoir un invité qui connaît bien ces sujets. Il est psychiatre, il est aussi l'auteur de l'ouvrage Cœur brisé et relations amoureuses tourmentées, paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour Christian Zagzik, on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, dans votre livre, je lisais Cœur brisé et relations amoureuses tourmentées, vous parlez des blessures de l'amour liées à ces rencontres derrière les écrans. Est-ce que ces applis de rencontres rendent les histoires d'amour encore plus douloureuses ? Eh bien oui, je suis obligé de constater tous les jours que ça rend la chose beaucoup plus difficile, puisqu'on peut se faire rejeter comme ça en un clic. Et un vu avec un suivi d'un silence, c'est comme une gifle. En fait. Donc oui, ça complique les choses. Alors, les patients qui viennent vous voir, qui sont-ils ? Ils sont jeunes ou ils sont moins jeunes ? Et surtout, que leur dites-vous après ces relations qui font perdre en estime de soi, j'ai le sentiment ? Alors, les gens ne consultent pas forcément pour une rupture amoureuse, mais ça peut faire partie du tableau s'ils sont dans une dynamique dépressive, même parfois d'angoisse ou d'impression d'être rejetés. C'est pas la consultation de base, c'est pas forcément pour ça. Mais quand on explore et qu'on trouve ce genre de problème, on va évidemment s'y atteler parce que ça cristallise beaucoup de choses. C'est plus douloureux quand même et je pense, quand on a préparé cette émission, vous l'avez évoqué, quand on voit un peu la vie de son ex sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., qui est en train de s'amuser, on se prend, comme vous le dites, une véritable claque. Surtout qu'on essaye toujours d'interpréter ce que l'autre ressent, et souvent les gens que je vois en consultation qui me parlent de leur ex sur les réseaux sociaux, regardez, il est heureux, j'ai vu une photo, elle était en train de s'amuser avec des copines, donc on a l'impression que l'autre est heureux, mais en fait c'est un peu un théâtre. Bien souvent, c'est pas le cas, en fait, dans une rupture qui a été difficile. Et là, comment vous accompagnez justement ces patients qui souffrent pour les remettre sur un chemin où ça va aller mieux ? Alors déjà, je fais un petit peu de restructuration cognitive, c'est-à-dire que je leur explique que ce qu'ils interprètent et le fait de lire les pensées ou le ressenti d'autrui n'est pas forcément la réalité. Et ensuite, je vais plutôt travailler sur ce qu'ils ressentent corporellement dans un rejet, parce que dans un rejet ou une sensation d'abandon, on a souvent des sensations corporelles, et c'est une porte d'entrée pour retraiter des problématiques. Vous avez le sentiment qu'on perd un peu d'estime de soi à avoir la possibilité d'avoir cette infinie possibilité de rencontre et puis quelque part se faire rejeter la plupart du temps ? Déjà dans le rejet, il y a souvent une baisse de l'estime de soi, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, j'aurais pas dû répondre ça, j'ai pas fait ci, quand on est rejeté. Mais dans les gens qui ne trouvent pas l'amour qui leur convient sur les applications, ils vont plutôt partir dans des schémas genre je mérite pas d'être heureux ou heureuse, je n'ai pas de chance par rapport à mes amis qui trouvent quelqu'un de bien. Donc ils vont plutôt partir sur le thème du destin, un peu de l'estime de soi. Et là, vous leur dites qu'il faut arrêter les applications, ou comment vous les aidez ? Si ça les active, j'utilise le terme d'activer quand ça crée trop d'émotions négatives. Si c'est les actifs trop, il faut trouver la balance entre je recherche quelqu'un, j'ai pas d'opportunité dans la vie, et ça m'active trop et ça me crée des crises de panique quand l'autre ne répond pas ou quand je me sens rejeté. Expliquez-nous pourquoi le livre que vous avez écrit est quelque part le livre que vous auriez aimé consulter quand vous étiez plus jeune pour vous accompagner justement dans votre parcours amoureux. J'ai consulté des livres, ceux de Sénèque et d'Ovide. Ce sont ces livres-là qui m'ont aidé quand j'avais une vingtaine d'années, que j'étais en rupture amoureuse, qui m'ont aidé de relire les conseils. Et j'ai repris d'ailleurs le ton de tutoyer le lecteur, parce que je trouvais que d'avoir Ovide qui vous tutoie et qui dit fais ceci, fais cela, je trouvais ça vraiment très bien et très encourageant. Dans votre livre, vous dites aussi que en fait, ces applications créent une addiction, au même titre que certaines substances ou alors certains aliments ou la cigarette ou de l'alcool. Pourquoi il y a une addiction avec les applications ? Alors les applications de rencontres, il y a quand même ça, un champ qui s'ouvre, où il y a toutes les possibilités, non pas celui-là, non pas celle-là, donc ça va faire passer beaucoup de temps, répondre aux messages. Et je me souviens, il y avait une patiente qui m'avait dit, rechercher quelqu'un sur une application, c'est un vrai boulot. C'est-à-dire que tous les soirs, il faut s'y mettre 1 heure, 2 heures, répondre aux messages. Je ne sais pas si cette application-là de rencontre va créer de l'addiction, je penserais plutôt à d'autres applications, mais elles vont plutôt mobiliser du temps, en fait, parce que si on est vraiment dedans, on veut rencontrer quelqu'un, eh bien on va répondre aux messages, on va regarder les profils, donc ça prend du temps. Oui, mais il y a quand même une dimension narcissique à se dire, est-ce qu'il m'a répondu, et à être dans cette impatience, donc il y a une forme de dépendance avec ces applications. Je ne sais pas si c'est narcissique, mais... D'avoir une réponse, c'est quand même un culte de...
La personne est en recherche de quelqu'un, donc ça s'est dérivé sur les applications. Avant, on croisait quelqu'un au travail, on se disait est-ce qu'elle va me regarder quand je vais aller prendre le café, est-ce qu'il va me parler. Donc ça s'est dérivé sur le numérique. Avec ces algorithmes qui sont quand même structurants, vous avez le sentiment qu'on va vraiment choisir l'amour, ou en fait ce sont les applications qui vont choisir à votre place ? Je pense qu'on va se retrouver... Bon, peut-être que ça permet effectivement de faire une sélection au départ de ce que l'on veut. Avant, on avait quoi ? On avait les agences matrimoniales, donc on disait voilà le profil de personne que je veux, quelqu'un qui est plutôt littéraire, quelqu'un qui est plutôt intellectuel, ou quelqu'un qui se prend pas trop la tête. Aujourd'hui, bon, ça va beaucoup plus vite, c'est à la portée d'un clic, les gens vont choisir dans le profil ce qu'ils recherchent. Mais ce trop plein de choix, ça rend pas un peu l'amour plus difficile à construire ? Quand il y a trop de choix, on ne sait plus choisir. C'est ça, hein, vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Et ça, vos patients s'en plaignent. Enfin, vous les accompagnez, vous les mettez dans un processus où... Je les mets en garde, je n'interviens pas trop, je suis plutôt dans la pleine conscience et dans l'écoute de ce qui se passe. J'utilise ça pour les aider à se réguler et à gérer leurs problématiques s'ils ont une problématique d'abandon. Donc moi, je suis plutôt psychotraumatologue, donc je vais utiliser des choses comme l'EMDR, des thérapies qui permettent de travailler notamment sur des schémas d'abandon. Mais je vais les mettre en garde si je vois que ça les active trop et qu'ils ont peut-être affaire à quelqu'un qui se comporte pas bien avec eux et qui est un peu manipulateur ou manipulatrice. Là, je vais intervenir, je vais donner mon avis. Alors justement, vous donnez votre avis, mais vous m'avez expliqué que un ami, si on est l'ami de quelqu'un qui va sur une application et qui en sort plusieurs fois meurtri justement par non-réponse, que conseilleriez-vous justement aux amis des gens qui se plaignent des rencontres qu'ils font et qui n'aboutissent pas ? Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être faits pour rencontrer sur les applications, et je pense qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas faits pour ça. Donc, moi, je préfère le réel. Bon, je sais qu'on est dans un monde du numérique, mais je préfère le langage analogique. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, quand on bouge les yeux, il y a de l'analogique. Donc il y a déjà de la séduction, il y a tiens, la personne me plaît, elle ne me plaît pas. Et ça, on n'a pas cette dimension sur des photos et sur une application. On a perdu l'analogique, on est complètement dans le numérique. Or, une vraie relation, c'est un mélange de l'analogique avec du numérique, mais c'est pas que du numérique. Ce que vous dites, c'est que le cerveau ne fonctionne pas de la même manière dans le processus de séduction quand on est dans la vraie vie et quand on est sur une application. Je pense que sur une application, il y a des processus d'idéalisation qui sont beaucoup plus importants. On va idéaliser sur la photo, c'est pas la même chose que si on croise quelqu'un tous les jours. Qu'aimeriez-vous dire, Christian, aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont sûrement sur les applications, mais avec une vraie quête d'amour ? Je pense que sur les applications, il y a quand même toujours un peu ce que disaient les anciens, le facteur chance. C'est-à-dire que pour trouver quelqu'un qui convient, il faut trouver quelqu'un qui a... Parce que tout le monde a une problématique, des histoires de trauma, des histoires familiales. Il faut avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui va avoir une histoire qui s'articule avec la nôtre et qui ne va pas activer nos perturbations émotionnelles, nos angoisses d'abandon. Il faut trouver quelqu'un qui s'articule. Et ça peut arriver, mais il y a un facteur chance. Merci beaucoup, Christian Zagzik. Je rappelle que vous êtes psychiatre et auteur du livre Cœur brisé et relations amoureuses tourmentées, paru aux éditions Odile Jacob. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.